Déjà, bonjour à tous. Prise du feu. Et le but de l'exposé, c'est la construction du premier haut fourneau école en Afrique. Notre échelle de mesure sera le rayonnement thermique. Donc le rayonnement thermique, c'est quand on peut voir la chaleur. Et la plage de température visible, elle est comprise entre 500 degrés et 1500 degrés. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des effets du rayonnement thermique à des températures plus basses. Par exemple, le rayonnement thermique explique la couleur de peau des êtres humains. Alors, une personne qui a une couleur de peau sombre, noire, résiste beaucoup mieux à la chaleur, et une personne qui a une couleur de peau claire résiste beaucoup mieux au froid. Alors, la couleur blanche est une couleur plus réfractaire, c'est-à-dire qu'elle permet de mieux garder en fait la température à l'intérieur d'un corps. Alors que la couleur noire, elle diffuse beaucoup mieux la chaleur vers l'extérieur du corps. On va prendre un exemple très simple. Si on prend une personne avec une couleur de peau blanche et une personne avec une couleur de peau noire, qu'on la met dans un four, c'est la personne à la couleur de peau blanche qui va décéder en premier. Si on prend une personne avec une couleur de peau blanche et une personne avec une couleur de peau noire, on la met dans un frigo, dans ce cas-là, c'est la personne avec la couleur de peau la plus foncée qui décède en premier. Alors bon, cette personne, c'est moi. Donc je m'appelle Khan Suleiman. Bon, j'ai une couleur de peau, on va dire, tiède. Si vous voulez en savoir un tout petit peu plus sur moi, donc j'ai écrit une autobiographie dont le titre est Fer et Liberté. Vous pouvez également trouver cette autobiographie sur Amazon, en e-book. Et enfin, s'il y en a qui préfèrent plutôt écouter, il y a un audio-livre qui est sorti, qui est en téléchargement gratuit sur audiocité.net. Au bout de toutes ces aventures et ces mésaventures, j'ai réussi à construire, il y a 5 ans, le premier haut fourneau en Afrique. Donc c'est un haut fourneau à destination des Africains. La raison pour laquelle Dominique Marsac, de l'association La Route des Canons, et l'association 3F3M m'ont demandé de venir en fait partager un peu mon expérience et aussi d'exposer donc le futur projet. L'enjeu, il est assez énorme. Bon, je vais le dire rapidement, c'est de créer une nouvelle révolution industrielle en Afrique, mais cette fois-ci en prenant en compte le réchauffement climatique. En sachant que s'il y a encore des zones d'ombre, ici, il y a donc un petit journal dont l'équipe de rédaction est au complète, c'est-à-dire Barbara, Fabrice et Quentin, si vous pourrez en apprendre un peu plus sur le futur projet. Bon, on va commencer. Et puis, on va essayer de commencer par le début. Hop. Alors, au tout début... Ah, mince. Bon, ça marche pas trop. Il faut pas assez peut-être expérimenter. Mais si on fait pas de feu, on va peut-être se contenter de la meilleure de toutes les chaleurs, la chaleur humaine. Nos ancêtres ont commencé à maîtriser le feu. Donc, dans un premier temps, et pendant 400 000 ans, ça a servi beaucoup à réchauffer, à cuire et aussi à durcir quelques instruments de chasse. Au niveau de la température, quand on fait un feu avec vraiment en faisant un bon feu ouvert, qu'on sort un caillou la nuit et qu'on le met en dehors, on voit qu'il a une couleur un petit peu rouge. Voilà, donc nos ancêtres ont pu déjà détecter à peu près cette température, c'est-à-dire à moins de 500 degrés. À cette époque, il y avait une ère glaciaire, donc il devait faire très froid. Et il y en a beaucoup qui ont dû rêver de réchauffement climatique.
les personnes ont commencé à confiner les feux, donc à obtenir des températures supérieures. Elles leur ont permis déjà de faire de la poterie dans un premier temps. Mais en confinant donc les foyers, ils se sont aussi aperçus qu'il y avait des pierres, certaines pierres, qui pouvaient fondre, et c'est comme ça qu'ils sont aussi rentrés dans l'âge de bronze, où ils pouvaient fondre des métaux qui étaient un peu plus malléables, l'or, l'étain, le cuivre. Et donc ça a donné naissance à la métallurgie. Donc là, au niveau des températures, on commence à rentrer dans les 600, 700, 800 degrés pour la poterie et l'âge du bronze. Donc depuis 5000 ans, donc il y a eu une apparition, ce sont les bas fourneaux, et cette fois-ci on rentre vraiment dans la métallurgie du fer. Après, ce qu'il faut être conscient, c'est qu'il y a eu une augmentation assez importante de la température, parce que le bas fourneau fonctionne au-dessus des fois de 1000 degrés, 1100 degrés, 1200 degrés. Et un des continents qui a le premier maîtrisé l'art du fer, ce fut l'Afrique. Mais quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il y a eu plusieurs foyers en fait, de passage de l'âge du bronze à l'âge du fer. C'est les dernières découvertes avec des archéologues qui sont à l'heure actuelle en Afrique. C'est-à-dire qu'entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est, des artisans sont passés en même temps à l'âge du fer. Et ce qui a donné des bas fourneaux qui sont complètement différents et des techniques complètement différentes. Alors, ce que vous voyez en bas, c'est une photo du Metallurgic Park au Burkina Faso. Et ce qu'on remarque tout de suite, c'est qu'entre ce bas fourneau-là et celui-là, c'est très différent. Alors, pendant 4500 ans, l'art du bas fourneau, c'est de ne pas monter trop en température. Ça paraît assez étonnant, mais quand on a un bas fourneau, on va produire ce qu'on appelle ici une loupe, ou on va dire une masselotte de fer assez molle, que l'on va mettre sur une forge et qu'on va étaler au marteau. Si on monte trop en température, on obtient quelque chose qui est un petit peu différent. Ça commence à être de l'acier et de la fonte. Seulement, c'est mélangé avec des impuretés. Et si on prend à ce moment-là cette loupe et qu'on l'écrase, eh ben, la loupe casse comme du verre. D'où il faut vraiment rester à peu près à 1000 degrés et jamais vraiment monter au-dessus, parce qu'à partir de 1200 degrés, il y a un phénomène qui s'appelle la réduction qui se passe. Et donc, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de moyen fourneau. Je pense que tous les métallurgistes du monde à cette époque qui avaient des bas fourneaux ont dû monter en température une ou deux fois et se sont aperçus qu'il fallait surtout pas ou augmenter la taille des fours ou alors faire trop chauffer. Au niveau du bas fourneau, ça a duré quand même pas mal de temps et c'est quelque chose qui a accompagné un système qui s'appelle la monarchie, c'est-à-dire c'était le temps des rois. C'est la première fois où les personnes commençaient à accumuler de la richesse et une de leurs principales richesses, c'était leurs armes. Après, il y a eu une apparition, on ne sait vraiment où, mais en tout cas ça a été en Europe, peut-être en Espagne, où quelqu'un a fait un four qui dépassait 4,50 m. Et à partir de 4,50 m, il s'est aperçu de quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il pouvait faire du métal liquide et directement le fondre dans un moule. Donc, en augmentant la hauteur à plus de 4,50 m, il a atteint une température qui devait être à peu près de 1500, entre 1500 et 2000 degrés. Donc à ce moment-là, on sort pas forcément du visible, mais on rentre dans une autre type de rayonnement qui s'appelle les rayonnements ultraviolets. Avec le haut fourneau, il y a aussi une différence de qualité de minerai. Avec un bas fourneau, on ne peut pas fondre tous les minerais, il faut des minerais assez riches et très peu oxydés, alors qu'avec un haut fourneau, on peut fondre
une diversité de minerais plus large et des minerais qui sont beaucoup plus abondants. Donc, beaucoup plus de facilité pour les trouver. Au niveau de la qualité et de la quantité, alors ça, c'est vraiment énorme. Parce qu'un bas fourneau, si vous voulez obtenir à peu près 1 kg de fer, il faut à peu près une semaine à un travailleur. Avec un haut fourneau, c'est 700 kg de fer par semaine. Donc avec un haut fourneau par personne, on multiplie la production par personne par 7. Non, par 700, excusez-moi. C'est assez conséquent. Mais aussi un autre avantage, c'est le temps de fonctionnement. Alors un bas fourneau, dès que vous avez fini d'obtenir la loupe, vous êtes obligé de le casser, alors qu'avec un haut fourneau, ça peut fonctionner 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Donc les avantages sont vraiment énormes. C'est ce qui a provoqué donc la révolution industrielle en Europe. La technique des hauts fourneaux s'est diffusée très rapidement parce qu'en 200 ans, il y a eu des hauts fourneaux partout en Europe, et notamment il y en a eu plus de 1000 en France. Mais il y a eu ce décalage technologique qui s'est produit en fait entre l'Europe et l'Afrique. Les Européens arrivaient à produire 700 fois plus vite du métal qu'en Afrique. Donc, dès qu'ils ont débarqué sur les côtes, ils se sont dit, on va faire du commerce avec les Africains. Et ce commerce, il s'est passé via un commerce triangulaire, mais il faut savoir qu'un bateau, pour donc naviguer de l'Europe vers l'Afrique, il doit quand même être chargé. C'est-à-dire que si vous mettez un bateau sans lest, il va naviguer un peu, il va se retourner. D'où une partie des productions des hauts fourneaux, notamment français, étaient destinées à faire du lest dans le bateau sur le parcours entre l'Europe et l'Afrique. Une fois qu'ils arrivaient en Afrique, ils déchargeaient le lest, ils l'échangeaient contre les esclaves, c'était vraiment la monnaie d'échange, et ils remplaçaient le lest par les esclaves. C'est pour ça qu'il y a eu une quantité énorme de fer qui est arrivé en Afrique, et si on compare avec le poids d'un humain, ça représente plus d'1 milliard de kilos. Le haut fourneau, c'est ce qui a accompagné le capitalisme, et la plupart des grandes fortunes viennent des hauts fourneaux. Seulement, un haut fourneau, il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé auparavant. Au départ, il marchait au charbon de bois, mais par la suite, il a fonctionné avec quelque chose qui est à l'heure actuelle extrêmement dangereux, c'est donc le coke du charbon de terre. Et ça a été donc la technique qui a initié le réchauffement climatique, c'est-à-dire que c'est la première fois que l'homme se servait d'énergie fossile. Il a provoqué aussi la disparition de la métallurgie africaine. Donc voilà pour le passé. Donc maintenant, à tout ce qui est un peu plus actuel. Donc, je suis parti en Afrique pour construire un haut fourneau. Donc ici on en voit la photo satellite. Donc j'y ai passé à peu près 4 ans, enfin 3 ans on va dire. Ça c'est la photo de mon premier campement. Et ici en fait c'est le plan de là où je logeais. Donc on voit le haut fourneau, la charbonnière, le centre d'essai, là c'était là où je logeais. Mais ça demande vraiment des conséquences très pluridisciplinaires, comme c'est marqué ici. C'est-à-dire que j'ai dû, depuis l'implantation jusqu'à la dernière brique du haut fourneau, c'est moi qui l'ai faite, la recherche du minerai jusqu'à sa fonte, de la plantation des arbres jusqu'à brûler le charbon, et aussi de la construction du moulin jusqu'à faire rentrer de l'air dans le haut fourneau. À l'heure actuelle, je pense que je suis un des rares, ou peut-être le seul, qui ait construit un haut fourneau de A à Z. Enfin, quand je dis le seul encore vivant, on va dire. D'où un peu l'objet de ma présence ici. Mais j'y suis pas allé la fleur au fusil. Donc avant, j'ai potassé un petit peu, et notamment un livre qui est très important si vous vous intéressez donc à tout ce qui est la métallurgie, et notamment les hauts fourneaux. C'est Sidérotechnie, qui a été commandé par Napoléon. Donc Napoléon, son but, c'était d'avoir beaucoup de canons. Sa formation, au départ, il l'a fait dans l'artillerie. Donc, il a envoyé ses meilleurs savants dans toute l'Europe
pour essayer de condenser tout le savoir européen. C'est 4 ouvrages. Ici, il y a les 3 classeurs. Si vous voulez à un moment donné regarder un petit peu toutes les plaquettes et toutes les informations qu'il y a dedans, vous n'hésitez pas par la suite à venir le consulter. Donc Napoléon, lui, voulait produire des canons. Moi, en partant, j'avais une autre finalité, c'était plutôt de produire des casseroles et des marmites. Au niveau présent, les hauts fourneaux, ceux-là font entre 80 et 100 mètres de haut. Mais il faut savoir que leur forme n'a pas du tout évolué en quasiment 200 ans, mais encore mieux, ce bas fourneau africain a quasiment la même forme que le haut fourneau au-dessus. Donc, au niveau de l'évolution un peu technique, ça a été surtout une économie d'échelle, c'est-à-dire de faire des fours de plus en plus grands. Une fois qu'on connaît un petit peu donc ce qu'on va construire, il y a donc un autre impératif, c'est d'aller trouver du minerai. Alors concrètement, comment on trouve du minerai dans la nature? En gros, en se baladant, on regarde la couleur des cailloux. Le fer se présente sous des couleurs des fois un peu spécifiques. Donc ici, il y a plein d'échantillons. Ça va donc du noir en passant par le rouge, ça va jusqu'au jaune, et ça peut même aller jusqu'au vert et au bleu. Par contre, au niveau de la localisation et au niveau des couleurs, il faut savoir que très souvent, les minerais les plus sombres sont plutôt en haut des montagnes, parce qu'ils n'ont pas encore été oxydés. Ils ont des caractéristiques qui sont assez pesantes. Très souvent, on appelle ça des fers spatiques. Enfin, c'est des minerais qui ressemblent à ceux-là. Et ça vient de la mine des Urtières en Savoie. D'ailleurs, je vous conseille, si un jour vous vous intéressez un peu aux minerais, d'aller visiter. Ça s'appelle le Grand Filon. Donc ça, c'était le sommet des montagnes et un petit peu dans les vallées adjacentes. Par exemple, ceci on voit à peu près que c'est une couleur à peu près rouge, ocre, c'est un peu moins posant, mais c'est du fer oxydé. En gros, c'est de la rouille. Et là, ça se trouve donc en Haute-Marne, vers Dommartin. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été déposé par la suite et qui a eu le temps de s'oxyder. Alors ici, donc ça c'était la mine des Urtières. Ici, bon, c'est ce caillou-là, c'est Pimpon. Parce qu'il y a à Pimpon, c'est en Bretagne, il y a eu la fête du fer. Sinon, ce qui est assez remarquable sur cette photo, c'est qu'on voit qu'au niveau de la surface, il y a l'eau qui a pénétré, que c'est devenu rouge, ça s'est oxydé avec le temps, mais le minerai de fer, quand il n'a pas été vraiment oxydé, a plutôt une couleur grisâtre. Alors, c'est bien d'avoir un caillou dans la main, mais toutes les pierres rouges ne se valent pas et toutes les pierres noires ne se valent pas. Donc il y a une autre étape qui est super importante, c'est de déterminer la richesse du minerai. Donc au tout départ, quand j'étais dans la jungle il y a quelques années, j'utilisais une méthode assez traditionnelle, avec une sorte de bas fourneau, où j'obtenais donc une bille comme ceci, et donc du laitier. Le problème, c'est que pour obtenir cette simple bille, il faut à peu près 100 litres de charbon, de 100 à 200 litres de charbon, donc c'est énorme. Vous savez que je vais repartir, et là cette fois-ci je pars avec une nouvelle technique pour déterminer donc la richesse du minerai via l'électricité. Alors, c'est assez simple. Ici donc il y a le petit échantillon qu'on réduit donc en morceaux, puis en poudre. On y met du borax. En fait, pour faire fondre un minerai, il faut lui rajouter quelque chose qu'on appelle du flux ou alors de la castine. Là, on met du borax. On mélange le tout dans un petit creuset, comme celui-là. On y verse un petit peu d'huile parce que dès qu'on va mettre l'étincelle, ça crache un tout petit peu vers l'extérieur. Et après, on introduit les 2 électrodes donc dans le mélange, et donc ça va le faire chauffer suffisamment pour, au bout de quelques minutes, même pas 10 minutes, 5 minutes,
on obtient une sorte de culot qu'on détache donc du creuset réfractaire et on obtient donc une petite bille de verre que l'on va poser et on fait donc la différence, hein, le rapport entre le minerai qu'on avait broyé au départ et la bille obtenue et on obtient donc le pourcentage, la richesse en fait du minerai. Et bon, un petit clin d'œil au forgeron de Notre-Dame-des-Landes, car c'est lui qui m'a dit qu'en mettant des électrodes, lui s'en servait plutôt pour faire des petits objets métalliques. Moi j'ai essayé avec le minerai, ça marche super bien. Cependant, l'électricité a un gros inconvénient. Ici, on obtient à peu près 3000 degrés. On obtient même une forme qui s'appelle le plasmatique. Donc là, on voit l'échelle du visible, donc on est bien plus haut. Et donc dans les ultraviolets, c'est tellement haut qu'il faut mettre un masque. Mais l'autre inconvénient, c'est que quelle qu'en soit la pierre qu'on va fondre, elle fond. Ça paraît étrange, mais ce qui est très important, c'est d'avoir une température un peu plus faible. Parce que ces pierres-là, ce sont ce qu'on appelle des pierres réfractaires. Et pour construire un four, c'est même peut-être plus important de trouver des pierres réfractaires que le minerai. Parce que si on fait fondre le minerai et si le four il fond en même temps, ça ne sert pas à grand-chose. D'où l'électricité, c'est pas très adapté pour trouver les pierres réfractaires. Donc, j'ai trouvé une autre technique, c'est une torche à hydrogène. Bon, je vous passe sur les détails. En gros, c'est ceci. Et on obtient ici une flamme qui sort entre 2000 et 2800 degrés. Donc, sur cette plage de température, et comme la température est un tout petit peu plus faible, on peut déterminer le temps que la pierre va mettre à fondre. D'où déterminer la qualité de la pierre réfractaire. Une fois qu'on a donc la pierre réfractaire, le minerai, eh ben, ça serait également bien de penser un peu au combustible. Et au niveau du futur projet, on va planter 3 essences. Une toute nouvelle essence, peut-être que très peu de gens ont entendu parler, c'est le Paulownia. Ça pousse extrêmement vite. Et ça pousse même peut-être plus vite encore que donc l'eucalyptus. Seulement, elles sont assez gourmandes en eau. Et sur les zones qui sont un petit peu moins desservies en eau, on plantera de l'acacia sénégal. On va passer à la soufflerie. Avant, ce n'était pas des turbines, c'était plutôt des soufflets. Et les pistons, elles étaient actionnées par des moulins à eau. À l'heure actuelle, il y a quelque chose qui est apparu qui s'appelle donc des turbines. C'est plus économique en énergie et surtout, après, on peut fabriquer des fourneaux où on veut. On n'est pas obligé de s'accoler au ruisseau. Et donc ça, c'est la turbine que j'ai construite. Elle est complètement artisanale, mais je vous garantis qu'elle produit bien. Et elle n'est pas actionnée par un moteur, elle est actionnée par donc un vélo. Un simple cycliste permet de produire suffisamment de vent pour lancer le haut fourneau. On a la soufflerie, on a tout ce qu'il faut. Et après, donc au niveau de la localisation du minerai en Afrique, ça c'est la photo de Zouérat, donc en Mauritanie. C'est donc le minerai, une partie du minerai qui alimente les hauts fourneaux européens. Il y a énormément de minerais en Afrique, par contre, il n'y a aucun haut fourneau en Afrique, à part dans le désert algérien, mais qui n'est pas destiné aux populations, et un peu en Afrique du Sud. Mais sinon, ils ont énormément de minerais, mais rien pour transformer ce minerai en fonte. Donc c'est pour ça qu'ils n'utilisent pas leur matière première. Et pourtant, pour construire un haut fourneau qui produit, il suffit d'avoir des outils extrêmement basiques. Des pelles, des pioches, des marteaux, des outils d'il y a 200 ans. Donc ils ont toutes les ressources nécessaires pour pouvoir par la suite construire des hauts fourneaux sur le continent et transformer leur propre matière première. Cependant, ils ont perdu leur savoir-faire, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il n'y a même qu'une poignée de personnes qui connaissent comment fabriquer des bas fourneaux.
Et encore pire, c'est qu'ils ont perdu 500 degrés dans la maîtrise du feu. Donc il y a quelques diapositives auparavant. On a vu que l'Afrique avait construit les premiers hauts fourneaux, était arrivé jusqu'à 1200 degrés. À l'heure actuelle, ils ne maîtrisent plus qu'une température qui est aux environs de 800 degrés. C'est la température pour faire fondre l'aluminium. Et cette baisse de maîtrise, ça s'est accompagné aussi d'une baisse de leur indépendance et de leur autonomie. Il faut bien prendre conscience qu'un ouvrier à l'heure actuelle ou un agriculteur en Afrique, il ne travaille que pour acheter du fer. C'est-à-dire que si à un moment donné ils arrivent à fabriquer leurs propres outils, ils deviendraient donc indépendants. Un agriculteur, ce qu'il lui faut, donc, c'est des pelles, des pioches, et donc tous les bénéfices de son travail sont pour acheter du fer qu'il a sous ses pieds, mais qui a été transformé par d'autres continents. Donc, dans le futur, nous partons pour changer cette situation. On part en fourgon. Donc, à quelques personnes, nous allons faire la route vers un point ici qui se situe à 5500 km. La zone où l'on va sur le point frontière, c'est vraiment le point qu'il y a entre le Sénégal, la Guinée et le Mali. Cette zone, il y a déjà des personnes qui y habitent et ces personnes sont très revendicatrices, elles sont, on va dire, plutôt intelligentes. Parce que par exemple, à Faléa, qui est une ville qui doit se situer par là, ils se sont mobilisés contre Areva et les ont chassés parce qu'ils voulaient ouvrir une mine d'uranium à côté de leur village. Faléa se situe à 10 km. À la différence donc de la première fois, il y a une densité de population assez importante, c'est-à-dire 10 km aux alentours, il y a à peu près 10 000 personnes qui vont habiter autour du Haut-Fourneau. Au niveau du minerai, je vous ai parlé de couleurs de minerai. Ça, c'est les photosatellites. Donc vous pouvez voir qu'il y a une certaine tendance un peu rougeâtre. En plus, il y a une autre garantie, c'est que le Sénégal, en tout cas, a fait des prospections dans le coin pour trouver ce qu'il y avait à exploiter. Et donc, ici, on ne voit pas très bien, mais on va dans cette zone-là. Ici, c'est marqué fer spactique, c'est-à-dire qu'ils voulaient même faire déjà une exploitation de ce fer. Bon, il y a plein d'histoires que je pourrais vous raconter sur cette zone, mais à l'heure actuelle, on est tranquille, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres continents qui sont intéressés par ce minerai-là. Et quand je parle de stock, ce n'est pas des petits stocks, c'est plus d'1 milliard de tonnes de minerai qui est transformable juste à côté. On part en décembre, on y va tranquille, on fait 100 km par jour, on va arriver peut-être fin janvier. Dans un premier temps, on va plutôt faire le tour de tous les villages, expliquer un peu notre projet. On va beaucoup discuter avec les instances traditionnelles et en fonction en fait de leur autorisation, on s'installera là où on pourra. Après, il y a donc un temps de construction qui oscille entre 2 et 3 ans pour obtenir une température qui sera donc de 1500 degrés et donc obtenir un produit qui est ceci, donc c'est de la fonte. Dans cette zone, il y a quand même un petit souci à l'heure actuelle, c'est qu'il y a de la déforestation. Déjà parler des quantités qu'un haut fourneau a besoin. C'est à peu près 2 tonnes de charbon par jour, donc c'est beaucoup. Mais à chaque fois qu'on va donc acheter du charbon, on va demander à celui qui nous l'a vendu de replanter au moins 2 ou 3 arbres, en sachant que notre but est aussi un peu économique, il n'est pas que écologique, c'est que pour qu'un haut fourneau fonctionne 24 heures sur 24 pendant 365 jours par an, il lui faut 700 hectares de forêt. D'où il va falloir produire ces 700 hectares de forêt. Et de replanter systématiquement 4 fois plus que ce que l'on va brûler.
Mais au niveau écologique, je sais que c'est un petit peu sensible, mais par contre, ce projet, c'est peut-être le seul projet industriel qui refroidit la planète, en tout cas qui l'oxygène. Donc dès qu'on fait grandir un arbre pour grandir, il a besoin du dioxyde qui est dans l'atmosphère pour grandir. Il va manger le dioxyde et il va recracher l'oxygène et garder le carbone. En gros, un arbre, en grandissant, c'est simplement du carbone et de l'eau. Quand on veut du charbon de bois, eh ben, on fait chauffer suffisamment l'arbre pour faire sortir l'eau, et donc ce qu'on obtient, c'est donc du charbon. Après, quand on fait brûler le charbon dans le haut fourneau, on ne rajoute pas de carbone dans l'atmosphère, parce que c'est la même quantité que l'arbre avait piégé pour grandir. D'où, au niveau du bilan, c'est nul. Il y a quand même un petit bénéfice, c'est qu'il y a une partie du carbone qui va être piégée dans le sol. C'est-à-dire qu'en gros, on n'utilise que la moitié de l'arbre pour faire du charbon. Parce que toutes les racines, elles, ne seront pas utilisées à faire du charbon de bois. Donc, au bout du compte, quand on utilise du charbon de bois, on n'a pas d'impact sur le réchauffement climatique, mais en plus, on fertilise les sols. Après, un peu plus ardu, c'est pourquoi ça oxygène la planète. Alors, nous, quand on va brûler le carbone, on ne va pas prendre l'oxygène de l'air pour le faire rentrer dans le four, parce que le minerai de fer, ceci, c'est de la rouille. Et de la rouille, en gros, c'est du fer plus de l'oxygène. Et ça, c'est de l'oxygène qui a été piégé dans le sol. Depuis des millénaires, cet oxygène est là, et nous, en le désoxydant, on va prendre ce nouvel oxygène et on va le recracher dans l'air. D'où ça va être un oxygène qui n'existait pas avant dans l'atmosphère. En gros, il faut se souvenir que ça va refroidir et oxygéner l'atmosphère. Donc, c'est un projet parfait, moi je dirais. Au niveau de la production, 2000 kg par jour, 2 tonnes. Alors là, c'est au niveau économique quelque chose qui est faramineux, parce que 1 kg de clous en Afrique, là où on va, c'est vendu 3 euros. Donc si vous voulez acheter 1 kg de clous, ben, vous donnez 3 euros, donc ça veut dire que ça fait 3 euros le kilo de clous. Nous, on va produire donc 2000 kg par jour. Vous faites la multiplication, ça fait beaucoup. Mais notre objectif, c'est pas de vendre à 3 euros. Nous, si on arrive à écouler notre production même 10 fois moins cher, c'est-à-dire à 30 centimes le kilo, ça fait déjà 12 euros par travailleur et par jour. 12 euros, c'est vrai que c'est bien en dessous du SMIC, mais dans la zone où on va, c'est à peu près 2 à 3 euros par jour. Donc déjà, pour les personnes qui vont travailler autour du four, c'est vraiment une aubaine. Et l'avantage d'être à 12 euros par jour par travailleur, c'est que ça n'intéresse pas vraiment les grands capitalistes. D'où on sera aussi tranquille de ce côté-là au niveau de la concurrence. Ils ne sont pas là pour enrichir les populations, très souvent c'est pour s'accaparer des richesses. Au niveau des productions, justement, elles sont tournées vers les populations. En gros, on va faire tout ce qui est du quotidien, les marmites, les fourneaux aussi pour la cuisine, etc. Les louches. Au niveau de ce qui est un petit peu plus traditionnel autour, l'agriculture, il y a tout ce qui est au niveau des tuyaux, des mangeoires, même peut-être des cloches, enfin, etc. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'ils attendent sur place, parce que ça leur coûte extrêmement cher. Et quelque chose qui, je pense, sera plus attendu économiquement, c'est tout ce qui est au niveau de la construction. C'est-à-dire faire des poutres, faire des plaques, faire des marteaux, faire des enclumes. À l'heure actuelle, il en manque beaucoup en Afrique. Mais notre but, c'est pas vraiment donc, de devenir riche. Hein. C'est avant tout donc un centre de formation, une école. Une personne qui viendrait étudier en 1 ou 2 ans, elle peut en fait apprendre 8 disciplines différentes, qui sont donc planter des arbres, charbonner,
faire de l'extraction minière, tout ce qui est au niveau de la construction du haut fourneau, de la menuiserie, c'est aussi important pour faire les moules ou alors pour fabriquer tout ce qui est les machines soufflantes. Un métier par contre qu'ils ne connaissent pas encore, c'est donc la conduite du haut fourneau, savoir quand il faut rajouter de l'air, la quantité de charbon, le minerai. Et enfin, un métier qu'ils maîtrisent quand même, c'est le moulage en tant que tel, parce que donc ils font beaucoup de pièces en aluminium. Mais bon, pour ceux qui connaîtraient pas encore le moulage, on leur apprendra sur place. Et enfin, malheureusement, je sais pas, mais il faut quand même aussi une partie qui sera au niveau de la gestion du four, les approvisionnements, des choses dans le genre. Au bout du compte, au bout de 2 ans, on va donner donc à tous les étudiants qui auront appris toutes ces disciplines les moyens de reconstruire un four chez eux. Le but, c'est vraiment de propager la technologie des hauts fourneaux en Afrique. Donc on leur fournira tous les outils nécessaires pour fabriquer un haut fourneau, les moyens financiers pour commencer leur haut fourneau, et une grosse partie des bénéfices sera surtout utilisée pour que les futurs professionnels puissent donc construire des hauts fourneaux dans toute l'Afrique. À une condition quand même. La condition, pour moi, elle est primordiale, c'est qu'ils mettent en place une nouvelle organisation dont le but, c'est donc de prendre les décisions, et si les décisions sont bien prises, tout va bien. J'ai peut-être fait une petite répétition. Si les décisions sont bien prises, tout va bien. Donc il y a 2 fois bien, et ça serait intéressant de définir ce qu'est le bien déjà. Donc le bien, c'est tout ce qui va dans le sens de la vie. Précisément, c'est tout ce qui va dans le sens de l'augmentation de l'espérance de vie de l'espèce humaine. Et donc après, tout l'enjeu est de prendre des bonnes décisions, des décisions qui vont dans ce sens-là. Bon, moi, au niveau de mes études, j'ai fait des études d'ingénieur aux arts et métiers, mais mes premiers emplois, en fait, étaient au niveau de la certification des entreprises. Donc tout ce qui était organisationnel. Et je me suis aperçu qu'il y avait quand même quelque chose qui pêchait énormément, c'est que la direction, toutes les idées, allaient dans le sens d'enrichir des personnes qui étaient déjà riches. Moi, ça m'allait pas forcément, donc j'ai cherché à faire une organisation qui allait dans le sens d'augmenter la vie en priorité. Il va y avoir donc des réunions qui seront sur l'utilisation des bénéfices, des réunions qui vont être sur les objets à produire, et un dernier type de réunions qui sont sur les budgets. Donc c'est des réunions qui sont assez importantes, c'est les sommes que le haut fourneau va allouer à l'extérieur, c'est-à-dire fabrication de routes, amélioration d'une école, fabrication d'un hôpital. Donc ça, c'est la détermination des budgets. Et tout ça, ça va être donc réalisé grâce à une organisation dont je vais vous résumer le fonctionnement, mais c'est super facile à comprendre. Je pense que vous avez déjà vu des compétitions de football, par exemple, des Coupes du Monde ou des compétitions de pétanque, par exemple. Donc il y a des poules. Alors, on va se téléporter à côté du haut fourneau. On va supposer qu'ici il y a un tableau, et sur le tableau c'est marqué lundi, détermination de l'utilisation de 1000 €. Alors ce lundi soir, il y a 20 personnes qui arrivent. 20 personnes, c'est trop pour se mettre d'accord. D'où on va créer des petits groupes de 5 personnes, là s'ils sont 20. Donc ça va faire 4 tables. Sur chaque table, chaque personne aura 1 minute pour exprimer son idée pour utiliser les 1000 €. Au bout de 5 minutes, il y a un vote qui est fait sur chaque table. Donc il y a la meilleure idée de la table qui est déterminée. À ce moment-là, on tire au sort une des personnes dont l'idée n'a pas été retenue, et ça va être elle qui va aller à la table finale, ici, et qui va donc soutenir l'idée de la table dont elle a la responsabilité de transmettre l'idée.
Au niveau de la table finale, c'est très simple, hein. La meilleure idée est mise en œuvre. C'est-à-dire qu'on donne les 1000 € à la personne qui a donc eu la meilleure idée du groupe. Et en même temps, on détermine un planning, un suivi de mise en œuvre de l'idée. Donc toutes les décisions seront prises sur ce mode de prise de décision collective. On va prendre un autre exemple, hein. Supposons qu'il y a 100 personnes qui se pointent autour du haut fourneau pour déterminer la liste des objets à produire pour la semaine prochaine. Donc ici, il n'y aura plus 4 tables, il y en aura sûrement 20. Et donc à ce moment-là, chaque personne arrive et dit ben, moi, je voudrais que le haut fourneau produise 10 tuyaux, parce que Paul ou Jacques sont prêts à nous les payer un sac de riz l'unité. Ça serait bien d'avoir 30 marmites pour le marché, une centaine de pioches, etc., etc. Chacun vient avec sa liste d'objets à produire pour la semaine prochaine, et c'est la meilleure liste qui gagne. Et la semaine prochaine, eh ben, on produit cette liste d'objets. Et toutes les décisions sont prises ainsi. Cependant, un groupe n'est pas toujours bienfaiteur. Donc il y a un droit de veto. N'importe quelle personne, même une personne qui est dans la salle, peut dire non, la décision du groupe, elle est mauvaise. Dans ce cas-là, elle peut poser un veto qui sera donc examiné. Il sera examiné sous le sens de est-ce que l'idée qui a été émise, elle est bonne pour la vie ou elle n'est pas bonne pour la vie. Est-ce qu'elle est rentable en fait? Donc si au niveau de l'examen, on détermine que l'idée du groupe n'est pas rentable en vie, c'est la personne qui a posé le veto qui reçoit les 1000 €. Donc avec ce principe, ça permet en fait de faire que les lanceurs d'alerte, qui à l'heure actuelle sont opprimés, eh ben, deviennent les personnes qui a priori vont avoir le plus de pouvoir autour du haut fourneau. C'est-à-dire que ceux qui posent des vétos et qui arrivent à déterminer que l'idée d'un groupe est mauvaise reçoivent l'argent du projet. Donc en gros, c'est une organisation qui est sans chef. Donc c'est le plus intelligent qui est au pouvoir et le plus humaniste. Donc c'est le but de notre voyage, de notre future construction du haut fourneau, c'est d'obtenir d'abord une organisation qui soit rentable en vie avant d'être rentable en argent. Il y en a certains qui disent que les Africains sont pas prêts, même pour cette organisation. Il y a quelque chose qui est sûr, c'est que les Européens n'étaient pas prêts. Vu le résultat de ce qu'ils ont fait avec les hauts fourneaux, nous, on envisage donc de repartir à la base et de provoquer donc une nouvelle révolution industrielle qui, elle, serait basée sur plus la production de vie que la production d'argent ou de la capitalisation d'argent. Nous, on n'a pas besoin d'argent pour construire le haut fourneau. Par contre, quelque chose d'encore plus important, on a besoin d'une couverture médiatique. Parce qu'on a peu d'ennemis, mais ils sont assez puissants pour des fois trafiquer la réalité. Donc, ce qui serait bien, si vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, ça nous donnerait une certaine sécurité que des personnes regardent nos tutos, nos news, les journaux qui seront produits. C'est aussi faire un jumelage. Parce que ici, les hauts fourneaux, on va dire que c'est le passé. L'Afrique, par contre, les hauts fourneaux, c'est le futur. Donc ici, il y a des expérimentations, là-bas, on va les mettre en pratique. Donc ça serait bien qu'il y ait des informations ou même peut-être des personnes qui partent visiter les hauts fourneaux là-bas, qui viennent ici. Donc ça serait la proposition de faire un jumelage par la suite. Maintenant, vous êtes au courant qu'il y a un changement de civilisation en cours, que les hauts fourneaux écoles vont permettre de rayonner cette organisation. C'est un peu grâce aussi au festival aujourd'hui Forge et Métallurgie que l'on va pouvoir mettre en place cette nouvelle civilisation.
Et je terminerai en disant vive les hauts fourneaux, vive l'humanité, et puis vive la vie. Voilà.